Jacques, c'est Jacob. Cela veut dire celui qui est tordu, c'est-à-dire étrange. Il finit par boiter parce qu'il a affaire à un adversaire agressif qui s'interroge sur son identité et qui lui touche les testicules. C'est alors qu'il boite et qu'il reçoit le nom Israël qui signifie « il est droit ». À partir du moment où le tordu est affecté par une agression, il devient droit. Ça, c'est le prénom. En ce qui concerne le nom Hassoun a comme origine le nom Has, qui veut dire sensibilité. C'est également le même mot qui est Sah, qui veut dire la clarté, la recherche de clarté. Et les 4 lettres du nom Hassoun forment le mot Noussa, qui en hébreu signifie la recherche du texte authentique dans sa vérité. Tu es mieux placé que moi pour en parler au départ. Et il est né en Égypte, dans une famille de juifs égyptiens. Dans une famille d'un père dont les origines remontaient probablement au XVIe siècle, ça veut dire directement venant d'Espagne. Je le sais parce qu'on était on était parents, même par les arrière-grands-pères. Et la famille Israël est venue en Égypte à partir du XVIe siècle, était bien enraciné dans le pays. Son père était très pratiquant et sa mère était une femme de très grande ouverture qui parlait français, contrairement au père qui lui ne parlait pratiquement que l'arabe. La mère parlait français et aimait lire dans cette langue et elle a certainement donné à Jacques le goût du français, le goût de la culture, de la littérature. Et elle a certainement été dans le choix de la scolarité de Jacques, de l'école qui avait été choisie par les parents de Jacques. Le père de Jacques lui a donné le côté traditionnel, la connaissance de la Bible, la connaissance des textes hébraïques, la connaissance de l'hébreu. Du rituel bien spécifique égyptien. Et Jacques était à la convergence de ces 2 aspects. Moi, j'ai envie de prendre les choses par un autre bout. Mais je voudrais, en fait, partir d'un autre bout en vous disant un peu comment je suis arrivé et pourquoi je suis arrivé à écrire quelque chose comme Les Contrebandiers de la mémoire ou d'autres livres. Parce que pour moi, la chose ne s'est pas du tout passée comme ça. Je suis né dans un milieu, dans une ville très étrange. C'est quand même une ville qui a été fondée par un étranger. C'est un peu comme Seattle ou New York. Voilà un Grec, un Macédonien, qui s'amène en terre d'Égypte, qui fonde une ville, et puis il fait venir quoi? Il fait venir des Grecs, et il les appelle citoyens. Les Égyptiens n'avaient pas droit à la citoyenneté, pas du tout. C'était repoussé. Et puis dans cette ville, il y avait un bon quart de la ville, certains disent même un tiers de la ville, le long de la voie canopique, qui était peuplée par des Judéens. Eux avaient un statut très particulier. Ils étaient réputés d'origine civique. Ce n'étaient pas des Égyptiens, ils n'avaient pas le statut des Égyptiens, c'est-à-dire non existants, et ils n'étaient pas citoyens. Et moi, j'ai fait partie de cette petite minorité où, en fin de compte, je ne m'étais jamais... Autochtone. Ouais. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que c'est qu'un juif, s'il avait une mission particulière sur Terre. Je vous avoue que j'ai été élevé dans un milieu où, à 3 ans, on m'a emmené chez le rabbin, puis j'ai appris l'hébreu. Et je le comprenais à 5 ans, je le lisais à 6 ans, et ça a continué comme ça. Et puis je parlais arabe, et puis je ne me vois pas parler français. Un trou, un blanc, et puis j'arrive en classe, en 10e, dans un lycée de la mission laïque française, un peu plus compliqué que ça d'ailleurs,
Et je me mets à parler français. Je savais parler français à 6 ans, mais je ne me vois pas. En d'autres termes, la langue n'est pas une affaire de regard. Je vous raconte ma vie, ce n'est pas pour le plaisir. La langue n'est jamais une affaire de regard. On ne se voit pas parler sa langue. Je m'entends et je me vois parler arabe. Je m'entends et je me vois lire l'hébreu que je continue à lire. Mais je ne m'entends pas parler français. D'où je conclus que le français qui m'a été transmis est ma langue maternelle. À mon avis, la jeunesse juive de cette époque-là a été très fortement marquée par le mouvement national égyptien. C'est peut-être un hasard, c'est un hasard sûrement, que Jacques est né en 1936, qui est l'année au cours de laquelle l'Égypte a signé un accord avec l'Angleterre, qu'on appelle les accords de Montreux, par lequel les Anglais reconnaissaient formellement l'indépendance de l'Égypte et s'engageaient à liquider toutes les séquelles de l'occupation anglaise. Après la fin de la guerre prochaine qu'on attendait, ils ont fixé un délai de 12 ans qui finissait en 1948. Donc Jacques est né juste à ce moment-là. L'Égypte avait un problème central qui était rien ne pourra se développer en Égypte tant que les Anglais seront là, et un jour ou l'autre, il faudra bien s'en débarrasser et les prier poliment ou pas poliment de s'en aller, de rentrer chez eux. Jacques est né juste à ce moment-là. Et je suis sûr que durant toute son éducation, il a été imbibé, comme nous tous d'ailleurs, par cette atmosphère de lutte nationale qui existait en Égypte. La prime jeunesse de Jacques, comme la prime de jeunesse de toute une partie de cette population, a été très motivée par la lutte anti-anglaise, par la demande d'indépendance, parce qu'après la guerre, les Anglais n'ont pas quitté immédiatement, comme il était prévu. Il a fallu... après la guerre de 1945. Il a fallu donc lutter pour l'évacuation de l'Égypte par les Anglais. D'autre part, pendant la guerre de 1939-45, il y a eu quand même les idées de gauche qui se sont diffusées dans la jeunesse juive d'Égypte, et on était plus ou moins tous communistes et nationalistes en même temps, et je suis certain que Jacques a baigné dans cette atmosphère, d'autant plus qu'il était dans un lycée très ouvert, où il n'y avait aucune contrainte, où il y avait toutes les semaines des discussions, où nous avions des professeurs remarquables. Oui. C'était un lycée très particulier. Jusqu'aux années 1920, les Juifs d'Alexandrie qui faisaient leurs études en français faisaient leurs études soit dans les écoles religieuses chrétiennes, soit dans les écoles de la communauté juive. Et il se passe à ce moment-là un incident dans une école chrétienne où un père malmène ou traite ou manifeste son antisémitisme. Et à ce moment-là, il y a eu aussi des cas de conversion. Il y a des cas de conversion, et une partie donc, des notables juifs décide de créer un lycée pour leurs enfants qui soient en même temps laïques et en même temps juifs. Et ça s'appelle lycée de l'Union juive pour l'enseignement, lycée laïque. Et dans ce lycée-là, on enseigne le français, on enseigne l'hébreu comme langue, on enseigne l'histoire juive, qui s'appelle l'histoire juive, mais non pas en tant qu'histoire de la Bible, non pas en tant que fait religieux, mais fait historique. On crée un journal mural et nous avons des activités extrascolaires tous les vendredis avec des clubs, des discussions. Et là-dessus, nous avons des discussions des discussions politiques sur le marxisme, sur la psychanalyse, sur sa psychologie. Et Jacques a toujours parlé de ce lycée, il a toujours dit que ce lycée lui a donné cette ouverture tolérante. Oui, c'est ça. Au fond, oui, moi, en vous écoutant parler de ce lycée, j'avais l'impression que vous me parliez de Jacques Essou.
Voilà, Mais un peu de ce c'est qu'on tout à dit fait que son dans- esprit. Oui, oui, C'est absolument. tout à fait. Tous les vendredis, il y avait des activités extrascolaires et dans ces activités, on discutait de politique et il était de bon ton de faire partie d'un mouvement. Et bon, Jacques était jeune à ce moment-là, mais bon... Moi, je suis d'une génération tout de même plus avancée, Oui. puisque j'avais à peu près 10 ans de plus que Jacques, 13 ans même de plus que Jacques. Notre génération a été la première qui s'est occupée de politique en Égypte. C'est très curieux, parce que jusqu'à nos parents, par exemple, ne s'occupaient jamais de politique. Et il était très courant de dire dans la communauté juive, la politique, c'est l'affaire des non-juifs. N'est-ce pas? C'est pas notre problème. Qui disait ça? Nos parents. Vos parents? Nos parents, nos grands-parents, c'était une tradition, mettons, millénaire qui remontait à très très loin et qui disait, chez les juifs, on ne s'occupe pas de politique. Nous ne faisons pas de politique, nous n'avons pas de politique. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire du gouvernement. Et le gouvernement a toujours raison. Et on nous a dit, on nous a bien enseigné dans la Bible, remercie le ciel et remercie toujours, adresse un merci particulier au roi du pays dans lequel tu vis. Donc nous sommes minoritaires, nous sommes peu nombreux, nous avons nos propres problèmes, nous nous occupons de nos problèmes, et les problèmes politiques nationaux, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Or, notre génération a été la première qui a commencé à baigner dans l'activité politique purement égyptienne. Donc c'était la première fois que l'on voyait, c'est remarquable. Hein. Oui, C'est tout à fait oui, je suis remarquable. d'accord et pas tout à fait d'accord en même temps. Ben, Parce qu'après la Première Guerre mondiale, en 1918-19, oui, justement. il y avait toute une série toute Oui. une classe de personnes, une série de Oui. personnes, telles que Maître Félix Benzaken, Attanta Oui, et oui, d'autres, oui. qui ont milité dans des partis égyptiens Oui, c'est pour ça et qui que se j'ai sont dit- révoltés. Mais Donc c'est pour ça que j'ai dit que ma génération était précédée celle de Jacques. Mais tu vois, donc c'est à peu près cela. À partir de 1918, la guerre de 14-18, tu vois, où on voit une partie de la jeunesse égyptienne qui participe activement au mouvement national égyptien, qui fait partie du WAFT. Du WAFT, absolument. Du On ne WAFT. pouvait pas faire partie d'un autre mouvement. Voilà. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. Mais qui a participé au mouvement qui était celui qui était le plus représentatif de la lutte nationale des Égyptiens. N'est-ce pas? Et pour parler de notre jeunesse, alors là nous rejoignons Jacques, toi, etc., c'est-à-dire une génération plus avancée, c'était encore plus caractérisé, si tu veux, dès notre jeunesse, dès l'école, ou pour moi dès l'université, nous avons commencé à participer à l'activité égyptienne, n'est-ce pas? En commun avec nos camarades égyptiens de l'école. On se considérait comme leurs égaux. Et pour nos parents, c'était quelque chose tout de même de presque d'aberrant. C'est-à-dire, il dit, comment tu violes une vieille tradition? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre problème. La politique égyptienne, qu'on soit pro-wafdiste, anti-wafdiste, etc., c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et si les Anglais sont là, ils nous protègent aussi. Parce qu'il y avait aussi cet élément. N'est-ce pas? Donc, oui. Donc, ne vous mêlez pas de ce qui est contraire aux intérêts de la communauté. C'était comme ça que c'était vu. Et nous, notre génération a bien dit non, nous participons au mouvement national égyptien sur un pied d'égalité avec nos camarades égyptiens à l'école, à l'université, dans les lieux de travail, etc. Donc, Jacques a baigné dans cette atmosphère. Et je pense que ça l'a marqué pour tout le restant de sa vie. Pas? Donc, il a participé au mouvement national égyptien et tout naturellement, il s'est retrouvé embringué là-dedans et embrigadé pratiquement là-dedans dès la fin au courant de ses études, avant d'arriver pratiquement au moment où il arrivait au bac, il était déjà là-dedans. Jacques était dans le Dror. Moi, j'étais dans les mouvements communistes égyptiens à partir de l'âge de 16-17 ans. Je suis un peu l'aîné de Jacques. Jacques était d'abord dans le Dror. Le Dror, qui était un mouvement sioniste de gauche, sioniste communiste, s'autodissout en 1952. Et Jacques, à ce moment-là, ne sait plus quoi faire, se pose des questions et rencontre certaines personnes voilà. Qui petit à petit, le marxisme,
si tu veux. Il était déjà marxisé, parce Il que le était Dror avait des grandes réunions de discussion sur le marxisme. Et il rejoint le mouvement Et démocratique de libération nationale, Voilà. qui était le Parti communiste de l'époque, mais non pas dans le sens européen du terme, mais dans le sens égyptien du terme, c'est-à-dire axé principalement comme premier but sur le mouvement de libération nationale et sur la lutte pour bouter les Anglais hors d'Égypte. C'était la revendication principale. Bon. Donc on retrouve Jacques arrêté pour ses activités à l'âge de 16 ans à peine, Oui. n'est-ce pas? À l'âge de 16 ans, en culotte courte, arrêté et menacé de poursuites pénales allant aux assises. C'était un... Bon. Je pense que là, il faudrait tout de même dire un mot sur la nationalité française de Jacques. Non? Puisque la famille de Jacques, tout en étant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, profondément enracinée en Égypte, n'est-ce pas, de très vieilles souches égyptiennes, mais ils avaient un passeport français. Alors peut-être tu pourrais expliquer un peu ce mystère. Non, je crois que tu peux l'expliquer mieux que moi, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un passeport français. Moi, j'étais apatride jusqu'au bout, et j'ai quitté l'Égypte en étant apatride avec un titre de voyage valable de 10 jours seulement, et donc j'ai pas eu cette chance. Mais toute une série de juifs se mettaient sous la protection des consulats étrangers, de façon à pouvoir avoir des passeports, je crois que c'est ça, et pouvoir être sous la protection d'un pays quelconque, et pouvoir... Donc c'est un peu plus que cela, puisque c'était en fait un héritage de ce qu'on appelait, rappelle-moi, les capitulations. Les capitulations héritées de l'Empire ottoman. Oui. Puisque depuis François Ier, donc vous voyez ça remonte à très très loin, il avait signé un accord avec Soliman le Magnifique, par lequel le sultan acceptait généreusement de donner ce qu'on appelait des capitulations, c'est-à-dire des droits pour les étrangers qui avaient une activité dans l'Empire ottoman et qui avaient ainsi le droit de se faire juger par leur propre consul, d'échapper aux lois communes des Ottomans. Voilà. Alors, protection consulaire, code spécial, ne pas être jugé suivant les lois communes, ne pas pouvoir être arrêté, commercer librement, etc. etc. Et en Égypte, au moment de l'occupation anglaise, les privilèges accordés aux étrangers, qu'on appelait les capitulations, se sont perpétués et les Anglais les ont conservés, ce qui fait que les puissances européennes, pour justifier leur intervention permanente dans les affaires ottomanes, distribuaient leurs passeports aux minoritaires de ces pays, ces différents pays, c'est-à-dire les pays de l'Empire ottoman, de manière à pouvoir dire « nous avons nos nationaux à protéger et nous voulons intervenir pour savoir s'ils sont bien traités, ils sont maltraités, s'ils ont tel privilège ou pas tel autre, etc. » Donc ce sont les Français, les Anglais, les Autrichiens, etc., qui distribuaient leurs passeports aux minoritaires, c'est-à-dire aux Juifs, quelquefois aux Coptes, parfois aux chrétiens protestants, par exemple au Liban, de manière à pouvoir justifier plus tard leur intervention dans les affaires ottomanes en disant « nous protégeons nos nationaux ». Alors, mes grands-parents, par exemple, avaient été à un moment donné anglais. Les parents de Jacques ont préféré être français, parce que le consul de France, probablement, avait trouvé quelque chose à faire dans ce milieu-là, et tandis que les Anglais, mes grands-parents vivaient à Damas, et essayaient de s'implanter plutôt de ce côté-là. Alors, voilà donc l'origine de la nationalité française. Cela n'a rien d'insultant, c'était extrêmement courant, et... Bon, mon Dieu, la famille Hassoun s'est trouvée avec un beau passeport français et une nationalité française absolument régulière, reconnue par le consulat et sans aucun problème. Donc Jacques, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, arrêté pour activité dite communiste sioniste, voilà, bien qu'en culotte courte, se retrouve, ayant un passeport français, un peu en porte-à-faux par rapport aux autres. Alors, son avocat a vite fait de se prévaloir de ce privilège, qui n'existait d'ailleurs plus, puisque ces privilèges avaient été abolis en 1948, donc à peine quelques années avant. Mais les Égyptiens, sentant tout de même leur faiblesse d'aller
persécuter un petit jeune homme de 15-16 ans, à peine sorti de l'école, et de dire qu'il constituait une menace pour la présence des Anglais, de l'armée anglaise en Égypte, ils sentaient bien le ridicule de la position. Ils ont appelé leur avocat et lui ont dit si vous pensez que M. Hassoun peut se faire rapatrier en France, nous on se... Non, c'est pas ça. Non, Bon, alors, non, c'est pas d'accord. d'accord. Non, c'est pas d'accord. J'ai vécu ça. Tu as vécu cela, moi c'est pas lui J'ai vécu ça, non. Donc nous avons été arrêtés, nous étions 8 en totalité dans le procès, mais enfin nous avons eu, Jacques et moi, un long parcours similaire. Donc nous avons été arrêtés à Alexandrie, je pense dans la même journée ou une journée d'intervalle. On est resté au cachot pendant 24 heures. Ensuite, on a été transféré à la prison militaire du Caire. Militaire, hein. Militaire du Caire, oui. Et là, nous avons été isolés pendant 1 mois dans des cellules qui n'avaient pas de fenêtre, qui avaient un éclairage électrique 24 heures sur 24, avec sans aucune possibilité de se rencontrer. On savait que les autres étaient là, on se doutait qu'ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Et un beau jour, sans savoir pourquoi, on nous sort de nos cachots un matin, on nous annonce que nous allons aller à la prison militaire d'Alexandrie. Et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup plus de contact avec Jacques. On voyage ensemble, on est on est enchaînés ensemble, on est enchaînés. Et nous arrivons à la prison militaire d'Alexandrie, qui était une prison beaucoup plus souple. Et nous comprenons le pourquoi, parce que nous allons être jugés par un haut tribunal militaire, en arabe, haut tribunal militaire. Et Jacques est condamné. Et nous avons un même avocat qui est Maître Félix Benzaken. Ah, il a été condamné. Il a été condamné à 1 an, Jacques a été condamné. Et par la suite, on s'aperçoit que Jacques est mineur. Ah bon? Après Ils se sont aperçus après. On s'aperçoit qu'il y a un recours, et bon, les autorités ne savent plus quoi faire, et voilà. Et donc Jacques, je revois Jacques à la prison à Alexandrie, c'est le moment où on s'est le plus vu. Parce que comme je l'ai dit, au Caire, on n'avait aucun moyen de communication, on ne se voyait pas, on était dans le noir presque absolu, avec une lumière électrique. Mais je vois Jacques, un petit gamin, j'avais 5 ans de plus que lui, un petit gamin de 16 ans, assez gros, oui, assez fort, très joufflu, un bébé, un bambin, parcourant sa cellule en disant j'en ai marre, je veux de la lecture. Et il était très jeune. Mais le consul de France ne s'occupait pas de lui? Je ne pense pas, pas à ma connaissance. C'est curieux. Pas à ma connaissance. C'était une situation très particulière en Égypte à cette époque-là. Parce qu'en 1952, il y a eu la révolution. La révolution avait déjà eu lieu quand il a été... Absolument, on a été arrêté en 1953. Oui. Et en 1953, pendant notre procès, il y a eu un simili-coup d'État de Nasser contre Neguib, qui était la haute autorité. Et Neguib a gardé son poste pendant 2 ou 3 mois de plus, et un des derniers actes qu'a fait Neguib, ça a été la signature de l'acte de notre procès, le jugement du procès. Ah bon. Et le lendemain, il tombait. Et donc, nous sommes condamnés ou acquittés suivant les personnes, et nous allons à la prison des étrangers, à plusieurs, et on se retrouve un beau matin à la porte, on nous dit, bon, voilà, vous quittez. Ah bon? Ouais. Ah, vous quittez le pays? Non, vous quittez, ça y est, vous êtes libéré. Parce qu'une fois acquitté, ça ne voulait pas dire qu'elle allait être libérée. Elle a quand même été à la prison des étrangers, et on ne savait pas si on allait être maintenu en prison, ou bien si on allait être... Ça, c'était déjà Nasser. C'était déjà Nasser. Mais Jacques, lui, avait un passeport français. Jacques avait un passeport français, donc Jacques part, il va faire ses études. Il n'a pas eu de problème. Voilà, il va faire ses études à Montpellier, et je retrouve Jacques, je le perds pendant quelques temps, pendant 2-3 ans, et je le retrouve à Paris, où à chacun de ses passages, il passait nous voir, et on se retrouvait une petite bande d'amis
se remémorant ce passé ou bien évoquant des souvenirs, enfin des souvenirs qui n'étaient pas très vieux, puisque ça datait à peine de 2-3 ans. Il a tout de même fait une année de prison, en fait. Vous avez fait Non, ensemble une 6 année mois. de prison. 6 mois. 6 mois de 6 prison. mois. La France en 1953, par rapport à moi, c'était un an avant la révolution algérienne et c'était la fin de la guerre du Vietnam. C'était le gouvernement Laniel de droite. Moi j'étais au PC, bien sûr. C'était la France s'est divisée en communistes et anticommunistes. Et tous les anticommunistes de la SFIO à l'extrême droite, je les mettais gentiment dans le même sac. À l'intérieur des communistes, il y avait quand même des problèmes qui s'est posé, c'est-à-dire moi j'étais un stalinien gentil et pas trop stalinien à cause de mes antécédents polonais, d'une part parce que je savais que 2/3 du comité central du Parti communiste polonais était bousillé par Papa Staline, et puis j'avais lu de Trotsky pendant la guerre quand j'étais gamin, et puis deuxièmement à cause de mon amitié très longue, dont je parle beaucoup dans mon livre, avec Mathias Corvin, qui était un ancien déporté d'où est-ce qu'il était, de Sachsenhausen, et qui était trotskiste, et qui est devenu, c'est par lui que j'ai connu Jacques plus tard. C'était mon premier manifestant algérien qui est mort dans mes bras quand je faisais la garde au Bleuet, à la polyclinique des Bleuets, parce qu'on savait que ça va saigner pendant cette manif, et c'était un Algérien, c'est curieux. C'était la France du complot des pigeons, avec Duclos qui était à la Santé, et moi j'habitais en face de la Santé dans une cave de concierge. Alors tous les soirs il y avait des camarades qui venaient manifester devant le mur de la Santé, puis on buvait un pot chez moi dans ma cave. Ben, c'était quoi encore la France de 53? Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était aussi la France de la mort de Staline, oui. En février est mort Staline, alors que mon épouse légitime était méchamment enceinte de ma fille bien-aimée, et nous sommes allés tous au Veldiv pour la veillée funèbre de Staline. On s'est marrés comme des petits fous. C'était les débuts des 30 Glorieuses, ça commençait à aller mieux au niveau matériel, mais il n'y avait plus de carte alimentaire, il n'y avait plus de tickets d'alimentation. Moi, je vivais toujours dans la cave. Il a trouvé un parti communiste encore très puissant, auquel il s'est inscrit. Il a trouvé quand même la décolonisation. Ça ne bougeait pas tellement encore. Hein. Je crois que cette période-là est une période sartrienne, fondamentalement. Je crois que l'influence de Sartre sur toute cette période des années 50, elle est extraordinaire. Et que la seule façon pour un grand nombre d'entre nous d'être communistes, c'était une manière sartrienne de l'être. Bon, bien sûr, j'avais lu Le Capital, enfin une partie, le manifeste du parti, puis un certain nombre de textes comme ça, mais d'ailleurs, Marx, je l'ai appris surtout à travers un livre d'un jésuite, qui était le Calvez, qui publiait un énorme bouquin sur la pensée de Karl Marx aux éditions du Seuil, et qui était un collaborateur de la revue Esprit, et pour moi, présentait assez lucidement ce que je voulais savoir de Marx.
Mais celui pour qui j'avais une admiration énorme, les deux d'ailleurs, parce que Simone de Beauvoir également, c'était eux, parce que je les trouvais extraordinairement justes, disons, dans leur prise de position, inventifs, riches, et puis courageux, déterminés, et puis surtout très radicaux dans leur mise en question du colonialisme, finalement. C'est une époque où le PC pactisait complètement, sans parler évidemment de la SFIO de l'époque, qui était purement et simplement acquise à la tradition colonialiste française. J'étais dans le front antifasciste avec les Trotskars, avec les Italiens, etc., mais je n'étais pas au PC. Donc je pense que la réticence profonde venait de mon rapport à la judaïté, c'est évident. Me dire non, il ne faut pas qu'un type qui s'appelle Pollack soit à la tête de l'UNEF, c'est pas bon pour notre cause, quoi. Quelque chose comme ça. Toute proportion gardée, donc quelque chose qui ressemble à cette hésitation fatale, quoi, quand on y pense, gravissime de Trotsky par rapport à la question du pouvoir, de l'incarnation du pouvoir. C'est intéressant parce que ça me fait penser, bon, je ne sais pas quel lien on peut faire, pas trop direct, mais bon, ça me fait penser que ce que j'ai appris avec Raymond Stambouli et André Cohen, en les écoutant me parler de la période égyptienne de Jacques, c'est-à-dire des années 36 aux années 50, ce qu'ils m'ont appris, que j'ignorais totalement, c'est que les gens qui ont été persécutés, incarcérés en Égypte en tant que juifs, l'ont été parce qu'ils ont été la première génération à dire, alors que ça faisait des centaines d'années, des millénaires qu'ils étaient en Égypte, la génération de Raymond Stambouli, d'André Cohen, de Jacques Assoun, a été la première génération de juifs égyptiens à dire « Nous sommes égyptiens, nous voulons être aux côtés des Égyptiens dans les affaires politiques ». Je trouve que c'est drôlement intéressant ce que vous nous dites là. Mais ça rejoint complètement ce que je sais aussi des juifs algériens, qui ont été en masse communistes quand même, ou sociodémocrates, et qui ont été les plus nombreux à partager véritablement les combats du FLN au départ, sur toutes sortes de modes, soit en s'intégrant carrément dans le FLN, soit en développant des noyaux de soutien, etc., soit en essayant de dévoyer le PCA, le Parti communiste algérien, de sa ligne de soumission vis-à-vis du PCF, en essayant de dégager un Parti communiste algérien véritablement indépendant, totalement indépendantiste également, chose qui était sans arrêt. On a même accusé le PCF d'avoir de temps en temps donné littéralement un certain nombre de ces communistes-là, qui étaient souvent des juifs, à la police française pour se débarrasser d'eux, parce qu'ils étaient extrêmement gênants par rapport à leur politique du PC. C'est parfaitement crédible. En Tunisie également, quand j'étais en Tunisie en 61, c'est tombé en plein dans l'affaire de Bizerte en plus. Mais le PCT, c'était des intellectuels juifs. Les communistes tunisiens, c'était des intellectuels juifs qui faisaient un boulot fantastique à côté des ouvriers tunisiens. Il y avait véritablement ça. Donc je pense que cette vocation-là, puis on sait Gus Massia et bon, tout ce qui s'est passé en Égypte, où il y a eu vraiment des gens extrêmement courageux, quoi, finalement, par rapport notamment à la question effectivement d'Israël, le rapport d'Israël avec la Palestine, etc. Ça, c'est aussi une longue histoire. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais c'est là, je crois, que s'est forgé, pendant la guerre d'Algérie, un certain état d'esprit, un certain courant, dans lequel, effectivement, les étudiants juifs communistes ont joué un rôle très important, malgré tout. Pas par hasard qu'il y avait Forner à l'UEC ou Kahn, Krivine aux jeunesses communistes puis à la Ligue, etc., etc. Ça a été très très important, ça.
C'était très important parce que je crois qu'il y a une continuité véritablement, et qui n'est pas simplement idéologique, mais qui est probablement passionnelle, je dirais, existentielle, entre cette génération dont les parents ont souffert de toutes sortes de persécutions, voire de la mise à mort, purement et simplement, et puis leur identification aux Arabes, hein, en lutte pour leur indépendance. C'était comme si ça allait de soi. Hein. Il y avait un point de bascule comme ça, extraordinaire. En 1956, il y a eu 3 événements qui ont bouleversé tout le monde communiste en France. C'était le 20e congrès, c'était les tanks soviétiques à Budapest, oui. Et c'était la trahison du PC, de la révolution algérienne, la trahison du mouvement national et la trahison du mouvement des rappelés que le PC a pourtant lancé quelques mois auparavant. Eh bien, la plupart de mes collègues de la faculté de médecine et autres intellectuels qui ont quitté en masse à l'époque le Parti communiste français, c'était, moi j'appelais ça à l'époque à droite, parce qu'ils ont quitté le PC à cause de Budapest et à cause de la dénonciation de Staline. Ils se sont sentis couillonnés. Alors que moi, ce qui m'a profondément bouleversé, que je voulais déchirer ma carte, c'était le vote des pouvoirs spéciaux pour Guy Mollet. En mai, si ma mémoire est bonne, en mars ou en mai, je ne me rappelle plus, 56. Et bien là, après les votes, j'ai dit, je veux déchirer ma carte, il y en a marre de ces partis pourris qui trahissent la cause algérienne et qui trahissent la révolution mondiale. Pour moi, c'était clair et net. Et ce qui m'a sauvé en guillemets, ce qui m'a permis de rester au parti 20 ans de plus, 18 ans de plus, c'était mon vieil, et là on va arriver à Jacques Assoum, c'était mon vieil ami Mathias Corvin, que j'ai connu depuis 1945 et qui était trotskiste, et membre d'un petit groupuscule entriste qui s'appelait Le Communiste. C'était par ce groupe-là, par les petits groupuscules communistes, que j'ai connu Jacques Assoum. C'était donc un mouvement très clando. Ils avaient un journal qui s'appelait La Voix communiste, qui tirait à 25 000 exemplaires, 25 000, qui était lu par 25 000 communistes du PC. Et tous ces gens-là travaillaient à la direction de ce journal sous des faux noms. Félix s'appelait Claude Arieux, et moi, pendant que j'étais à La Voix communiste, j'écrivais des articles sous le nom de Stéphane Dest. Stéphane, c'est le prénom de mon frère. Et Dest, je ne sais pas pourquoi. Jacques Assoum était l'agent des liaisons entre notre petit groupe, les communistes, et la bande à Et la bande à courriel, voilà. Jacques Assoum m'a beaucoup aidé à rompre les derniers fils qui me reliaient à l'État d'Israël. C'est ça qui est paradoxal. Ouais. C'est qu'il y en a que ça a poussé justement à dire qu'ils étaient juifs tout de même et qu'ils étaient bien contents, comme il disait, presque d'avoir gagné, tu vois, dans la honte, tu vois. Et d'autres qui rompaient les liens avec Israël. Goldman, c'était extraordinaire à quel point il était complètement pro-palestinien, évidemment, il soutenait les Palestiniens, etc. N'empêche que je me souviens de sa réaction quand j'ai eu la guerre des 6 jours, il exultait de joie à l'idée de la victoire d'Israël. Moi, pendant les 6 jours où durait la guerre, je n'ai pas fermé l'œil la nuit. Jacques Assoum, qui était un copain de Curiel, pas par hasard, avait une vision claire beaucoup plus tôt que moi. Il était beaucoup plus vite lucide que moi quant à la nature, je ne sais pas comment dire, la nature mystifiante de l'État d'Israël comme beau pays, etc. Et il a été beaucoup mieux que moi. Et après, on s'est retrouvés lentement, mais c'est moi qui suis venu vers ces positions. On était pris dans une espèce de clivage comme ça. Et je pense qu'énormément de gens ont vécu ça. Et je pense que Jacques, et cette fois-ci, et moi-même, en même temps, on a vécu ça au moment de Septembre Noir, au moment où le Croissant Rouge a demandé que des médecins français puissent venir aider
à monter des hôpitaux de campagne, etc. là-bas, en Jordanie, et que la Ligue a repris ça à son compte, a organisé des choses. Je me souviens surtout à Avram, mais je pense que Jacques Assoun était dans cette histoire-là. Et comme par hasard, les 90% des étudiants qui sont inscrits, ou des médecins, des jeunes médecins internes, etc., qui sont inscrits pour aller là-bas et se trouver éventuellement sous le feu des Israéliens, étaient des juifs, bien entendu, des juifs communistes. Ça m'a semblé très caractéristique de cet état d'esprit qui s'était forgé pendant la guerre d'Algérie, et puis qui ensuite, s'est épanoui au moment de 68. Quoi. Jacques a quitté le groupe Les Communistes en 68, mais mon amitié avec Jacques est restée intacte. Et dès qu'on m'a proposé le poste de responsable de l'unité d'un module à l'école de Montrouge, qui était donc l'école expérimentale et révolutionnaire pour faire une première année de médecine, j'ai aussitôt, dès qu'on m'a proposé cela, le premier que j'avais engagé à mes côtés, que j'avais invité pour travailler avec moi, c'était Jacques Assoun. Le point de rencontre, ça a été autour de 68. Je l'ai connu un peu avant, pendant et après. Mais c'est surtout après, juste après, qu'il y a eu le moment de rencontre le plus fréquent, le plus riche. C'est à l'époque où on avait commencé à avoir l'idée qu'il fallait faire des associations de patients. Je vous ai rencontré en même temps, je crois, dans les années fin 67, début 68, autour d'une mouvance dont on aura sûrement à reparler là, dans les minutes qui suivent, qui ont été la lame de fond qui a emporté, la lame de fond contestataire qui a emporté certains lieux psychiatriques, donc plutôt institutionnels, côté psychiatrie, enfance inadaptée qui était mon secteur, dans la suite de ce qu'on appelle mai 68. Mais mai 68 en psychiatrie est arrivé avec 6 mois, 1 an dans ces manifestations, non, plus tard, dans les années 67-68. Et il y avait à ce moment-là une myriade de manifestations, de groupes dont on n'a plus trace. Et c'est dans ces groupes-là, et particulièrement dans ce qu'on a appelé en province les collèges ou instituts de psychiatrie, sur Paris, je crois que c'est des commissions de psychiatrie qui ont tenté de penser et de réformer la formation et le travail sur le terrain en les liant à la recherche. C'est dans un de ces groupes-là, ou dans plusieurs de ces groupes-là, parce que tout était un peu pluriel, qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai connu Jacques et Pascal dans le cadre d'activités politiques, nommément tout de suite après mai 68 à ce qui est devenu la Ligue communiste, où déjà, depuis un petit peu avant mai 68, il y avait quelques psychologues révolutionnaires qui essayaient de se faire connaître dans les amphis de psycho. Et mai 68 nous a apporté l'hôpital psychiatrique, puisque Jacques et Pascal, eux, ne travaillaient, enfin, étaient déjà des travailleurs, étaient déjà des gens salariés, et donc nous avons pu créer à cette occasion une cellule de psychopsychiatrie qui n'était pas encore la Ligue communiste, mais la JCR, qui devenait très peu de temps après, en 69, la Ligue communiste. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances. Bon, il est venu à Strasbourg pour plusieurs raisons. La première, c'était que son père venait de décéder. Donc je l'ai connu à un moment, pour lui, vital, enfin, si j'ose dire. C'était vraiment un moment difficile, le moment du décès de son père. Et en même temps, il y avait donc Rouge à l'époque qui avait mis en place des comités comme ça de lutte au sein de la psychiatrie. Et je crois qu'il y avait à ce moment-là une action qui était faite contre... qui allait dans le sens du refus du paiement des cotisations à l'ordre des médecins de la part de certains psychiatres. Ils n'étaient pas nombreux en Alsace à se mobiliser. En tout cas, moi je venais de terminer mes études de psycho, je faisais partie de ce comité, et c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré. J'avais organisé un module que nous avons appelé, mais je ne me rappelle plus qui m'a soufflé ce nom, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai adopté aussitôt, qui portait un nom magnifique, ça s'appelait l'épistémologie critique.
Et ça allait parfaitement bien dans cette ambiance post-68arde et dans cette idée qui était la nôtre de fabriquer des futurs médecins un peu moins cons qu'on les fabrique d'habitude dans les facultés de médecine. C'était un véritable bouillon de culture, un bouillon de confrontation. Cet enseignement a duré 1 an et il a été 1 an et demi et l'école a été fermée par l'ordre à cause de la pression du Conseil de l'ordre. On s'est fait avoir par les facs de médecine qui nous ont tellement détestés que jusqu'au niveau de nous payer nos salaires, ils nous ont couillonnés, ils nous ont même pas payé nos salaires. Alors, c'est pour vous dire, la haine des réactionnaires, elle est toujours beaucoup plus forte que la terreur rouge, mais ça on le sait depuis toujours. Vincennes est né en septembre 68, et moi j'ai été invité en septembre 69. Et ça tombait pile parce que c'était juste au moment où j'ai quitté Montrouge. Et on m'a proposé, donc c'était le nouveau département de psychologie qui était créé là-bas, qui était surtout entre les mains des expérimentalistes, il faut bien dire la vérité. Les 2 premières personnes que j'ai recrutées, c'était Claude Martin et Jacques Assoum. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon travail là-bas, c'est-à-dire jusqu'à 80, c'était mon petit brain trust, on était nous 3. Jacques, c'est là qu'on commençait à l'appeler Assounet, je ne sais pas s'il le savait. C'était Jacques, Claude et moi qu'on était les brain trust. Au début, j'étais très proche parce que Jacques était en pleine dans l'antipsychiatrie. Il rédigeait un journal, une petite feuille de chou que j'adorais, à laquelle j'étais abonné dès les premiers jours, et qui s'appelait Garde-fou. Il appelle ça une feuille de chou. Ah, oui. La trajectoire de Jacques, elle est singulière, enfin pour le petit bout que j'ai partagé, et elle est exemplaire. L'individuel et le collectif étaient très très intimement interpénétrés, enfin, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et rendre compte de ce qui s'est passé à cette époque-là, de la trajectoire de Jacques à ce moment-là, ça peut se faire qu'en parlant de l'entour. Garde-fou avait la prétention de mobiliser les élèves infirmiers. Donc je me souviens que c'était aussi beaucoup, ça passait beaucoup par la formation et par les élèves infirmiers qui étaient tout jeunes, qui débarquaient, qui avaient quand même la plupart du temps connu mai 68, et qui étaient pris dans cette mouvance-là et qui du coup n'étaient pas du tout prêts à faire n'importe quoi dans leur travail. Ça c'est le numéro 1 dans la formule tract et sans belle couverture. Alors voici les 7 thèses pour une lutte et Garde-fou, une revue Pourquoi faire. Le manifeste, donc on voit avec cette représentation de l'homme comme ça enserré, enlacé dans ses chaînes et qu'il s'agit donc de déchaîner. Jacques, il a été donc organisé, si tu veux, par un courant qui était à la fois donc psychothérapie institutionnelle, mais aussi un peu politique, parce qu'en fait c'était... Alors l'Algérie, il faut peut-être dire le sigle. Oui, c'est la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelles, qui était un groupe de recherche donc, qui siégeait à Paris, mais avec des activités régionales importantes. Et qui, en tout cas sur le domaine de la psychiatrie, a eu une heure de gloire, plusieurs heures de gloire, parce que le premier numéro de recherche qui a été la publication de ce groupe, c'était L'enfance aliénée avec Maud Manoni. Il y avait 2 publications, il y avait Recherche qui était une revue un peu sérieuse et élaborée, et ça qui était les cahiers de brouillon, donc de l'Algérie. Dans lequel, ça s'appelait comme ça, cahier de brouillon de l'Algérie, où étaient publiés, on va dire, des textes du tout venant, si ce n'est pas désobligeant de le dire comme ça. Et l'impact, enfin un des impacts plutôt de l'Algérie sur les institutions psychiatriques, ça a été plusieurs années de travail, 2 ou 3 années de travail, initiées par des architectes. Des architectes qui se sont posé la question de l'architecture des lieux institutionnels, leur école, hôpitaux, le lieu de formation aussi, et qui ont lancé une idée qui a assez bien pris et qui a préparé mai 68, je crois que c'était en 65-66. Ils ont demandé à des institutions volontaires, à des équipes, de faire des monographies avec les usagers, enfants, malades mentaux, les usagers du lieu,
sur l'architecture. Comme beaucoup d'autres endroits, on s'est jeté là-dessus parce qu'il y avait le mot recherche et quand on sort de l'école, on va faire de la recherche, c'est très fonctionné comme un leurre et ça nous a fait avancer. Sous prétexte d'analyser un petit peu l'architecture et de formuler des vœux, a été une analyse institutionnelle au finish. Je sais que pour nous, dans ce château du Coudray-Montpensier, ça s'est terminé par un conflit en 66-67 énorme avec le directeur, parce que le directeur, on avait fait le montage. D'abord, il avait distribué les tâches. Les lingères font ça, les jardiniers font ça, les éducateurs font ça. Donc très vite, on a déjà contesté le découpage qui reflétait la hiérarchie. Mais on ne se rendait pas du tout compte de ce qu'on faisait. Je dis ça dans l'après-coup, on disait, ah ben non, il faut qu'on aille parler avec le cuisinier. Puis chacun dans son secteur a fait produire les enfants, des enfants qui avaient très peu de langage, un petit peu enregistré, mais beaucoup de dessins. Et le directeur a rassemblé tout, comme disait le directeur, il a coupé et monté. Quand il nous a présenté l'œuvre finale, on lui a gentiment renvoyé la figure. Enfin, c'était le premier conflit institutionnel que moi j'ai vécu à l'époque. Et il y avait des choses extrêmement drôles. Enfin, je me souviens, juste comme ça pour l'anecdote, d'enfants qui avaient dessiné le psychiatre psychanalyste de l'institution, pour lequel on avait une opinion très clivée. Il y avait ceux qui étaient pour le psychanalyste et ceux qui étaient contre. Et plusieurs enfants l'avaient dessiné avec des grandes oreilles. Donc, on disait, bon, c'est Jean-Pierre, il lui avait fait des grandes oreilles. Et l'équipe, le clivage s'est fait sur le psychiatre est un âne, ça se voit. Les enfants lui ont fait des grandes oreilles. Ou non, c'est un homme qui a de l'écoute et ces petits autistes nous expriment qu'ils sont écoutés parce qu'ils lui ont fait des grandes oreilles. Voilà, pour l'anecdote. Mais c'est comme ça que c'est autour de cette histoire-là que... Vincennes est né en septembre 68. Alors, que vous dire de l'enseignement à Vincennes? On pourrait parler longtemps, mais j'ai beaucoup oublié. Ce que j'ai remarqué pendant ces 10 ans, c'est l'englissement de Jacques de l'antipsychiatrie vers la psychanalyse. C'est sûr que ça nous a pas mal éloignés l'un de l'autre. Il était absolument tabou de parler de psychanalyse. Il était convenu que la psychanalyse était une science bourgeoise, qui était prévue que pour les gens qui avaient de l'argent. Et quand on se retrouvait à vouloir faire une analyse, à être intéressé par la psychanalyse, on était vraiment très en difficulté par rapport aux autres militants. Et c'est pour ça que pour moi, Jacques a été quelqu'un d'extrêmement précieux, évidemment absolument fabuleux. C'était de rencontrer quelqu'un qui était à la fois militant et qui était aussi psychanalyste. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai connu, puisque en 1974, il était déjà engagé comme psychanalyste. Ça a été une vraie bouffée d'oxygène dans ce milieu qui était quand même... C'était virulent, hein, c'était violent, les critiques qu'il y avait contre la psychanalyse. On a oublié maintenant. C'était d'autant plus tendu pour ceux qui faisaient une analyse qu'à l'époque, il s'agissait vraiment d'une analyse et d'analyser la structure oedipienne. Et il était dit, redit que c'était ça qui était absolument central et que tous les faits historiques n'étaient que des illustrations de la problématique oedipienne. Et alors, ce qui a fait que beaucoup de personnes ont terminé leur analyse en ayant le sentiment qu'ils n'avaient pu parler que d'une partie d'eux, qu'ils n'avaient été entendus que d'une partie d'eux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un autre mouvement, au fond, un peu... Parce qu'il y a un mouvement interne à la psychanalyse, interne à l'école freudienne, de gens un peu plus politiques, qui ont voulu établir l'idée que l'histoire, pas seulement la petite histoire papa-maman, mais l'histoire avec un grand H, était un phénomène incontournable et que les référents oedipiens ne pouvaient pas tout assimiler, qu'il fallait prendre le rapport de la vie psychique avec l'histoire, la grande histoire, les chocs de l'histoire, les prendre en tant que tels, les écouter en tant que tels. Mais c'était une position extrêmement subversive, qui maintenant, on ne comprend même pas comment ça peut être subversif, parce que c'est devenu absolument évident, mais ça ne l'était absolument pas. Et c'est ça qui a donné lieu à la naissance de l'ordinaire du psychanalyste, qui était en fait une revue qui se voulait donc en symétrie avec la revue de l'école freudienne qui s'appelait Silicette, et qui était une revue où il n'y avait que la signature de Lacan. Donc c'était une revue où les auteurs ne signaient pas leurs textes,
Et alors, en contrepoint ou un peu en miroir, mais un peu pour le subvertir, il y a donc Radmila Zigouris et Francis Hofstein qui ont pris cette initiative de sortir une petite revue qui s'appelait L'ordinaire du psychanalyste, dans lequel les analystes pouvaient écrire, et ça ne serait pas signé, et on ne saurait pas qui serait à l'origine du texte. Et à ce moment-là, on a vu qu'à partir du moment où on donnait une page blanche, une diffusion, sont sortis alors tous ces textes sur l'importance de l'histoire pour eux. Sont sortis vraiment ce que les gens avaient vraiment envie de dire, puisqu'au fond, la censure, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y avait dans ces écoles de psychanalyse une censure très importante, quand même. Il y avait Jacques, au début, ses cours étaient des cours antipsychiatriques, et il faisait comme moi, qu'est-ce que c'est la schizophrénie, etc. Et puis progressivement, moi je ne contrôlais pas le contenu de cours de mes chargés de cours, parce que j'étais pour la démocratie. Et je me suis aperçu au bout de 2-3 ans que Jacques il glissait de plus en plus vers un discours du type au début freudo-marxiste, ensuite de plus en plus lacano-patapoufique. Et c'est évident qu'à ce moment-là, il y avait moins d'atomes crochus entre nous, mais l'amitié a résisté. Quand même, cette période-là, ça a été effectivement, historiquement, ça a été la guerre d'Algérie, puis ensuite 68, cette révolte double contre les grandes puissances de l'époque et leurs idéologies nauséabondes. Mais ça a été aussi une période complètement marquée effectivement par d'abord le marxisme, ensuite un structuralisme marxiste, enfin des formes disons plus élaborées ou un marxisme sartrien, etc. Et la psychanalyse et l'apparition comme ça d'une volonté de parler autrement de la politique que ne pouvait le faire une doctrine trop économiste à nos yeux. Le devenir psychanalyste chez Jacques, certains d'entre nous qui n'étions pas prédestinés à ça, c'est passé par la politique et par des engagements ou politiques dans des partis, dans des groupes nationaux ou internationaux constitués, ou par de la politique sur le terrain, pour des gens qui ne se savaient pas encore en train de faire de la politique. C'est un peu comme ça. On m'a dit au bout de quelques temps que je faisais de la politique, je ne savais pas, en fait, c'était de la prose sans le savoir. Enfin. Et il me semble que ce que j'ai pu partager avec Jacques, c'est un devenir psychanalyste au nom de nos positions politiques dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'a pas fallu se former, travailler, les cures. Bon. Mais on était déjà psychanalyste. Avec divan ou sans divan, avec patient ou sans patient, il y a eu, du fait de prise de position politique, alors peut-être pour nous dans le domaine de la psychiatrie, ce qui est un peu facilitant, mais pour d'autres venant de plus loin, venant d'autres champs. Alors je pensais aussi, en disant le nom de Deleuze, à la fêlure de Scott Fitzgerald. Ce que Deleuze raconte sur la fêlure, c'est ça, c'est quand la chose advient, il y a longtemps qu'elle est déjà jouée. Et quand on est devenu psychanalyste, officiel ou pas, enfin quand on s'est mis au travail, il y a belle lurette que c'était déjà là, c'est toute la problématique de l'événement, et que c'était déjà là, pulsé, mais vraiment dans la théorie de la pulsion, par nos pratiques ou nos engagements politiques. La compétence acquise de psychanalyse qui s'est fait postérieurement par nos trajectoires, elle était comme, je sais pas, comme anticipée ou comme enchâssée déjà dans la catégorie du possible. D'avoir, alors moi j'évoquais pour notre trajectoire le comité de rédaction des cahiers pour la folie, d'avoir pratiqué ça, c'est ce qui m'autorise à être psychanalyste. Alors je pourrais donner d'autres exemples, ce n'est pas que ça, c'est loin d'être univoque, c'est très polyvoque, mais... Et ça c'est singulier. Enfin, ce temps-là, je pense que les psychanalystes ne sont pas devenus psychanalystes comme ça, je dirais avant la guerre ou même juste après, et aujourd'hui non plus. Moi quand j'ai regardé un petit peu le parcours de Jacques dans ces années-là, j'ai vu que Jacques en fait avait d'une manière fondamentale toujours
une position de résistant. Si on peut peut-être définir la position de Jacques, ce serait la position de résistant. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'on voit que c'est le résistant trotskiste qui résiste contre le coup d'État de De Gaulle, et qui, à ce moment-là, fait alliance avec la voie communiste et l'opposition de gauche, qui aussi rejoint le mouvement de psychothérapie institutionnelle, qui s'est un petit peu, qui se retrouvait en fait beaucoup à la clinique de la Borde. Et donc une des premières initiatives de Jacques après 68, ça a été de collaborer au Cahier pour la folie. L'histoire des Cahiers pour la folie, c'est l'histoire d'une trahison au départ. En fait, la revue qui avait été décidée, je crois que c'est en janvier 70 à Blois, c'était lors d'une réunion nationale du Comité national de coordination des collèges et commissions de psychiatrie qui était animée, ou qui était en tout cas portée par Robert Albaranès de Marseille. Voilà. Donc le mouvement 10-68 s'est soufflé sérieusement et on s'était mis d'accord pour coordonner ça par une revue, un écrit qui pourrait circuler. On va mettre en commun ce qui se passe dans les différentes régions. Et un comité de rédaction s'est désigné, donc je pense que vous étiez à ce moment-là sur Paris. Alors avec Jean-Claude Pollack, il y avait Guy Baillon, Daniel Sabourin, vous-même, moi, puis quelques autres camarades. Et à la première réunion de ce comité de rédaction, donc peut-être une semaine ou 2 semaines après, on a décidé de faire complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on a abandonné l'idée de ce bulletin de liaison, ça, pour différents motifs. Alors moi, j'étais très hésitante ce jour-là, je pars ou je pars pas, mais en tout cas, on a fait complètement autre chose. Qui a été une pratique de dire, une pratique au sein du comité de rédaction, on ne travaillera pas sur les malades mentaux. Les Cahiers pour la folie, c'était avec les fous. Le mot fou, à ce moment-là, on le pensait révolutionnaire, de dire fou plutôt que malade mental, c'était une grande avancée. Voilà, c'était exactement le laboratoire de la mise en œuvre des thèses de garde-fous appliquées aux crèches. C'est-à-dire, par exemple, il se trouve qu'il y avait... alors, on soutenait presque syndicalement la moindre puéricultrice qui n'était pas contente de son chef et puis qui râlait, puis qui... Bon, alors voilà, on faisait un comité de grève, on faisait un grand tract où on soutenait tous ceux qui râlaient contre la PMI. Ou alors, on faisait aussi des grands tracts pour lutter contre la mise en œuvre de l'informatique sous forme de projet gamin. Dans la PMI et les crèches, parce que c'était l'époque où l'État se modernisait lui aussi, et donc commençait à afficher les mondes, faire des programmes informatiques tels qu'on les connaît maintenant et qui sont monnaie courante et qui suscitent absolument aucun mouvement revendicatif. Voilà, alors là c'était le début. Peut-être le texte de l'enfant mort de Jacques
fait à mon avis à la fois c'est la jointure avec la période précédente et puis ça ouvre sur tout à fait autre chose. Et ça on l'aperçoit que maintenant. Dans ce texte il y a plusieurs choses. Il y a cet effet de cette espèce de traumatisme du réel qu'il a vécu dans la crèche. Je pense que ça c'est le point de départ de la production de ce texte. Il y a le décès de son père, parce que 74 c'est le décès de son père, c'est Garde-fou, et puis c'est le texte de l'enfant mort. Et c'est donc deux morts dans la réalité, c'est pas rien. Et puis c'est pour lui, je pense, c'est comme ça en tout cas qu'on peut le repérer à la lecture, la fin de son analyse. C'est-à-dire le moment où il découvre qu'on est à la fin de l'analyse dans une position extrêmement fragile. C'est comme ça qu'il lui dit d'une très grande fragilité, qui est exactement à l'identique de celle dans laquelle se trouve le sujet à sa naissance, c'est-à-dire la naissance de la subjectivité. Moment où il s'agit pour lui, c'est comme ça qu'il le dit, au fond de passer par ce qu'il appelle la deuxième mort, le temps de la deuxième mort. Ça, c'est le temps de la fin de l'analyse. La première mort étant celle qui normalement est offerte par la mère, ce qu'il appelle l'enfant mort au désir de la mère, qui va être le passage nécessaire pour que l'enfant, le sujet, puisse rentrer dans la structure, puisse vivre comme sujet. Alors, Jacques est extrêmement sensible à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis rendu compte en relisant ce texte, donc publié dans l'Ordinaire, dans sa première version, je crois qu'on ne retrouve pas tout à fait la même chose dans les autres versions. Il y a un risque à ce moment-là, pour l'analysant, en train de devenir analyste, devant l'insupportable de cette fragilité, ce temps de deuxième mort, d'aller se précipiter dans les institutions, et notamment dans la bonne mère institution analytique. Et donc, à la fois, lui, il est refusé à l'école freudienne, c'est-à-dire qu'il irait bien courir dans cette bonne mère et y trouver sa place de petit chef parmi les autres petits chefs, et en même temps, de par tout son passé politique, de par sans doute ce qu'il découvre là dans son analyse, non seulement il ne va pas être accepté de fait dans cette institution, mais en même temps il va faire de la non-prise dans l'institution ce qui va permettre de perdurer comme analyste. Le cercle a été fondé en 82, où il venait à nouveau d'apprendre qu'il n'était pas accepté, ce qui était complètement ahurissant, puisqu'il soutenait un séminaire déjà depuis un certain temps à l'école freudienne de Paris. Il n'en voulait pas comme membre de l'école freudienne de Paris. C'était assez impressionnant, parce que moi j'étais à l'école freudienne de Paris, et moi je ne me sentais pas à la cheville des avancées de Jacques à l'époque. Moi je faisais partie de l'école freudienne de Paris, et lui on venait de le blackbouler. Et c'était resté une question pour moi, pourquoi il ne voulait pas de cet homme. Mon hypothèse quand même demeure que c'était sa volonté de ne pas lâcher le politique et l'analyse. Bon. Et ça, je crois qu'il y avait un ensemble de gens qui ne souhaitaient pas avoir en leur sein des gens qui ne voulaient pas lâcher ce lien entre politique et psychanalyse. On a mis en route un truc, mais qui était à l'origine un petit groupe, comme un groupe de travail qui faisait des invitations. Et un certain nombre de gens sont venus justement parce qu'on n'était pas une association. L'institution, ça, ils n'en voulaient pas. Autant ils étaient intéressés par l'idée que y avait un petit groupe qui bossait, on pouvait venir, apporter son truc, repartir, enfin une espèce de liberté que ça donnait, alors que l'association était probablement encore très marquée par le FP et ils ne voulaient pas de l'association. Les fidèles des groupes de travail étaient d'emblée acceptés comme membres du cercle freudien. Et puis ensuite, il y a eu une mise en place d'un protocole pour entrer au cercle freudien. Mais enfin, la première partie, ils sont toujours là, non, je n'ai jamais passé quoi que ce soit pour être membre à Place Entière. C'est-à-dire qu'on venait au cercle parce qu'on en avait envie, on participait à la location, qui était très bon marché à l'époque. Il y avait quelques articles qui sortaient dans d'autres revues. Et puis, il y avait Patio quand même à l'époque. Patio a été mis en place très vite, presque en même temps que le cercle. Donc il y a eu Patio qui nous a donné une certaine existence sociale, parce qu'il y avait de l'écrit, qu'il y avait un effort théorique réel. Le texte de 79, comment il l'appelle, donc son effet Marx, là, l'effet sujet de l'œuvre Marx, c'est-à-dire où il s'interroge dans une revue de psychanalyse qui est Confrontation, il s'interroge
pour savoir au fond qu'est-ce que Marx aura laissé comme trace dans la tête d'un militant passé par l'analyse. C'est ça la question qui se pose. Et il dit au fond que certains concepts, certains termes, donc dans le langage analytique, certains signifiants empruntés à Marx l'ont constitué, lui-même font partie, lui, de sa subjectivité. Et c'est ça petit à petit qu'il va travailler de plus en plus, je trouve. Enfin, il va soutenir ça, et quand on va dire que le rapport à l'histoire, c'est pas simplement le rapport à papa-maman, mais c'est le rapport à la grande histoire, l'effet sujet de l'œuvre Marx participe tout à fait de ça. La transmission ne doit pas créer des clones. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas un rabbin, fils de rabbin, fils de rabbin, fils de rabbin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout à coup, dans cette lignée de rabbin, il y a un Isaac Deutscher qui apparaît. Ou un Karl Marx. Ou un Karl Marx. Isaac Deutscher étant quelqu'un auquel je m'identifie beaucoup et qui fut le secrétaire de Lev Davidovitch Trotsky. On retrouve dans le texte de 95, c'est-à-dire quasiment le dernier texte de Jacques sur la cruauté mélancolique, voilà ce qu'il dit, au fond, sur ce que doit produire un analyste. Il doit produire une interprétation qui permette au sujet de s'inventer. Il n'y a pas d'analyse, au fond, qui ne soit une analyse qui permette au sujet de s'inventer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permette au sujet de se désarrimer de son histoire, de ce qu'il appelle la mémoire. On la retrouve, mais l'important dans la mémoire, c'est qu'on la retrouve, mais qu'on l'oublie. Et qu'on passe par ce temps de l'oubli pour pouvoir quoi faire? S'inventer, créer maintenant sa propre histoire, c'est-à-dire construire une vraie fiction à partir de ces éléments d'histoire qu'on a. Il y a un Isaac Deutscher qui apparaît, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des grands sermons judaïques. À 14 ans, il éblouissait sa synagogue, et 5 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pigé quelque chose pour lui. La modernité était déjà là, était entrée dans la modernité. Et ce n'est pas qu'il est passé de l'aliénation religieuse à l'aliénation politique. Il a interrogé le religieux, et c'est à partir des fragments du religieux qu'il a pu s'investir dans le politique. Et alors il dit dans la cruauté mélancolique, donc au moment où il s'interroge vraiment, alors pratiquement maintenant on sait que c'est la fin de son travail quasiment, hein, cette élaboration sur la mélancolie, il dit que la tâche de l'analyste, qui est convoquer une interprétation qui fasse office de création pour un sujet, qui est abîmé dans la cruauté, dans la paralysie mélancolique, il la compare à l'acte politique, ça c'est tout à fait étonnant de trouver ça, de la révolte du ghetto de Varsovie, ou alors du groupe Manouchian, dont il dit que ça a été bien plus qu'un sursaut comme ça dans l'histoire, c'était une véritable coupure, dit-il, une invention susceptible de mettre à mal l'apathie terrifiée, donc des personnes qui étaient prises dans ce contexte-là, et de permettre une subjectivité enfin retrouvée. C'est-à-dire que comme modèle de la tâche de l'analyste, au plus près de sa tâche d'interprétation, il trouve ce modèle-là dans l'insurrection du ghetto de Varsovie et dans l'insurrection de l'équipe de Manouchian. L'exil, il est déjà inscrit dans l'enfant mort, donc 74, mais sous cette forme écrite en 2 mots, ex-il, c'est-à-dire ce il que l'enfant a été pour la mère. Donc il y a ce passage obligé pour tout sujet, pour devenir un sujet, de s'exiler de cette position d'enfant désiré par la mère, de faire le deuil, de cette place que l'enfant pouvait avoir pour la mère. Donc cet exil, c'est d'abord un exil subjectif, interne, et ça je crois qu'à partir de ce moment-là, je crois que Jacques va offrir à cette nation une énorme liberté. Quelle que soit l'histoire, quel que soit l'itinéraire, quelles que soient les pertes, quels que soient les deuils subis, de toute façon, ils sont nécessaires. Ils ont été douloureux, mais en même temps, c'est parce qu'on dépasse ces deuils-là qu'on peut devenir le sujet de sa créativité, c'est-à-dire c'est quand même pour Jacques celui qui écrit. C'est quelqu'un qui va pousser les autres à écrire, qui lui-même va écrire, mais va pousser les autres à écrire, ses analyses en particulier, parce que pour lui, l'écriture, c'est justement une manière sans doute à la fois de prendre part à ce mouvement successif comment on pourrait dire, de dépose des signifiants des uns et des autres qui se transmettent comme ça et qui se transmettent quand même par l'écriture. Et je crois que
en même temps, ça ouvre à la, comment on pourrait dire, à la productivité singulière de chacun, à la mise en écriture de chacun. Ça, c'est quelque chose que j'aime à faciliter. Énormément, chez énormément de gens. Énormément. Ce qui vient d'être dit m'a fait penser au livre de Jacques que je préfère, qui s'appelle Les contrebandiers de la mémoire. Et finalement, je me dis maintenant que plus qu'un résistant, c'était vraiment un contrebandier. Effectivement. C'est-à-dire qu'en plus, peu importe la marchandise qu'on passe, c'est un passeur, peu importe de quoi il est question, ce qui compte, c'est l'acte de passer la frontière. C'est ça. Finalement, je dirais ça. Jacques était un contrebandier, en ce sens-là, bien sûr. Et effectivement, c'était déjà là, dans le premier livre, Entre la mort et la famille, l'espace crèche. C'était déjà là, avec la mort de Sébastien et le début de ce texte, L'enfant mort. C'était déjà là, avec cette idée d'ailleurs que abandonner dans ce travail de contrebande, abandonner en cours de route la religion, eh ben, ça faisait partie de la transformation de l'exil. Et il s'agissait, parce que si je me souviens bien, le titre de L'enfant mort, dans je ne sais pas quelle version, c'est comme passage du mythe à la théorie. Oui. Hein? Alors, évidemment, le mythe n'est pas que religieux, mais là, je crois qu'il s'agit du religieux, passer du religieux à la théorie. Je crois qu'il s'agit de ça. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu restes? La robe de laine de l'éducation de vos filles. C'est très bon, c'est enregistré, ça c'est génial. C'est qui ce mec-là?